C'est justement aussi une caractéristique du livre que j'ai écrit, c'est que j'ai essayé de montrer la continuité entre l'ancien français, comme on l'appelle, et le français moderne. Parfois, c'est des mots qui existent encore dans le français courant. Parfois, c'est des mots qui ont été un peu jetés aux oubliettes avec les siècles. Nous sommes heureux d'accueillir dans ce studio le rabbin Alain Veil. Rav Veil, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être venu, d'avoir fait le déplacement de Modi'in Illit où vous habitez en Israël. Vous êtes ancien rabbin de Strasbourg, à Strasbourg. Vous étiez le célèbre rabbin du Merkaz à Strasbourg pendant de longues années. Et célèbre, je ne sais pas. Je ne sais pas, rabbin, alors on va vous l'accorder. Mais effectivement, et nous avons le plaisir de vous accueillir aussi. Avant de parler de la paracha de la semaine, ce que nous allons faire dans quelques minutes, à l'occasion de la publication d'un livre que vous avez rédigé, qui est intitulé « Quand Rachi parlait français ». Alors effectivement, tout le monde sait que Rachi était français, voilà. Qu'il a vécu à Troyes. Et bien entendu, tout le monde sait que Rachi, dans ses commentaires, fournit de nombreux exemples de la langue française de l'époque, d'il y a maintenant plus de 900 ans. Voilà. Alors, vous les avez, on va dire, compilés, c'est l'Azim, comme le dit Rachi, vous les avez compilés, vous les avez, on va dire, développés presque alors, il s'agit des l'Azim du Chasse, on va dire, voilà. De la Gemara uniquement, pas de la Torah. Et déjà, c'est un travail considérable que vous avez entamé il y a combien de temps ? Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Presque quand je suis arrivé en Israël, puisque ça fait 12 ans que j'ai pris ma retraite. Et c'est une forme de passion que vous avez toujours eue depuis jeune, on va dire ? J'aime beaucoup les langues, j'aime jouer avec les mots. Donc voilà, c'est un peu la raison de voilà, ce travail, il est considérable. Je me souviens dans ma jeunesse aussi du célèbre Moshe Katan, Moshe Klein, qui était ici, qui avait aussi planché pendant de longues années sur Rachi. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans les traductions de Rachi, dans la Gemara qui est spécifiques que l'on peut trouver qui sont spécifiques à Rachi, et la manière, une forme de méthodologie de Rachi de traduire en français certains des termes. Alors, disons que pour en revenir juste rapidement à Moshe Katan, Moshe Katan n'était pas le premier à avoir planché là-dessus, comme vous dites. C'est en fait deux Français aussi, Arsène Darmstetter et Blondheim, qui en 1929 ont publié le premier livre intitulé Les glosses de Rachi en français dans le Talmud. Ils ont été suivis ensuite, 30 ans à peu près plus tard, par Moshe Katan, qui lui a travaillé aussi de très très nombreuses années et dont la formation d'archiviste lui a permis certainement de consulter tous les manuscrits possibles et imaginables de Rachi, que ce soit sur le Talmud ou sur le Tenach, puisque lui a fait les deux. Oui. Dans son livre. Et ensuite, il y a également un Anglais qui a fait un excellent travail, qui s'appelle le Dayan Gukowicki. Alors, qu'est-ce que j'apporte en plus, qu'est-ce que j'apporte de différent, c'est ça, sans votre question. Alors, tout simplement, je dirais que ce n'est pas, contrairement à mes prédécesseurs, c'est pas simplement un dictionnaire que j'ai fait. Alors, j'ai suivi l'ordre des pages du Talmud. Il faut savoir que dans le Talmud, il y a environ 2200 mots en français, ce qui est énorme. Il y en a à peu près 250 que Moshe Katan a répertoriés en plus, qui ne figurent pas dans l'édition classique, entre guillemets, du Talmud, c'est-à-dire celle de Vilna, et que je n'ai pas répertorié parce que, bon, là, je n'avais aucun élément et aucune raison de changer ce qui avait été fait précédemment. Mm-hmm. Voilà. Donc, je me suis borné à l'édition classique, 2200 et quelques mots, c'est déjà pas mal. Alors, je n'ai pas répondu à votre question. Alors non, je voudrais savoir, parce qu'on a souvent le sentiment, et c'est vrai que même lorsque l'on consulte le commentaire de Rachi, que ce soit dans la Torah ou dans la Gemara, on ne voit pas tout de suite le mot jaïr, le mot français jaïr. Surtout lorsque l'on est français, que l'on connaît la langue française, on a souvent du mal à le déchiffrer, le mot de Rachi. Comment, oui. Est-ce que il y a véritablement
tellement de changements entre la langue française de l'époque de Rachid, il y a 900 ans, et la langue française que nous pratiquons aujourd'hui ? Non, alors ça, c'est justement aussi une caractéristique du livre que j'ai écrit, c'est que j'ai essayé de montrer la continuité entre le français, l'ancien français, comme on l'appelle, et le français moderne. Je n'ai pas, si vous voulez, vous verrez vraiment tout au long du livre, j'essaie de faire ce lien. Parfois, c'est des mots qui existent encore dans le français courant. Parfois, c'est des mots qui ont été un peu jetés aux oubliettes avec les siècles. Ensuite, il faut avoir une petite formation de linguiste pour savoir que, par exemple, le son Kouf, la lettre Kouf d'un Rachi, équivaut à notre CH. Et par exemple, chauve-souris, donc kalbe, cerise, ouais, à peu près dans Rachi. C'est-à-dire Rachi écrit chauve-souris, kalbe, cerise. Oui. Alors le Z de la fin, c'est comme un S, c'est une marque du pluriel. Kalbe, donc, comme j'ai dit, CH égale, chez Rachi, un Kouf. Et ça, c'était vraiment à l'époque de Rachi. Très rapidement, et ça vient en réalité du latin. Et je fais très, très souvent référence au latin parce que, c'est une évidence pour ceux qui connaissent le français que notre langue française vient du latin. Et donc, vous verrez beaucoup de termes en latin, non pas par pédanterie, comme je le dis, je le souligne, ce n'est pas pour faire bien, mais pour montrer effectivement l'origine du mot. Alors, on va prendre un exemple, puisque on est, pour ceux qui étudient le Daf Yomi, on est dans le traité de Rosh Hashanah, on est aux alentours des pages 23, 24, 25. Voilà. Alors là, voilà, je lis que, par exemple, il y a le terme de Sha'aga qui est traduit Belaz, donc par Rachi, par Shinpe. Voilà, alors Shinpe. Alors Shinpe. Alors Shinpe, c'est en fait. Qu'est-ce que ça vous dit ? Voilà. Quand on dit ça, qu'est-ce que tout, ça voilà, c'est ça. Ça ne veut pas dire grand-chose. Et en réalité, comme très souvent les lazim dans Rachi reviennent. Ailleurs, c'est un peu plus complet et on retrouve le mot sap. Sapin, oui. Shinpe, sapin. C'est presque la période, c'est presque. Effectivement. et alors, il y a des techniques pour retrouver ces mots, parce que là, c'est-à-dire, vous êtes expérimenté, mais... Beaucoup d'intuition, le travail des prédécesseurs, oui. Et des dictionnaires. Alors, il existe des dictionnaires d'ancien français, mais qui, très curieusement, cite, enfin non, pas curieusement, qui cite très rarement Rachi. Alors, je disais curieusement, j'ai corrigé. Pourquoi c'est pas tellement curieux que cela ? Parce que il faut avoir accès à l'hébreu. Ceux qui font les dictionnaires français ne connaissent pas nécessairement l'hébreu, bien entendu. Alors, mais de temps à autre, vous avez une référence glose de Rachi. Donc même dans les dictionnaires anciens français, Rachi a réussi, entre guillemets, où ils ont eu connaissance d'une présence de Rachi, mais c'est loin. Il faudrait refaire un dictionnaire à partir du travail que j'ai fait, si je puis dire, refaire un dictionnaire d'ancien français, parce que très très souvent, Rachi a précédé tous les autres auteurs. De l'époque de Rachi, oui. Il y a, si vous voulez, des textes ecclésiastiques, quelques-uns, peu, et il y a les glosses de Reichenau, et il y a la chanson de Roland, 1080 à peu près, donc l'époque de Rachi. Chanson de Roland. La chanson de Roland, ça date de l'époque de Rachi. Voilà. Donc, ça, c'est à peu près ce qu'il y a en ancien français. Mais autrement, non. Donc, Rachi est une source extraordinaire pour les amateurs d'ancien français. Je dirais que les professeurs de fac, de linguistique devraient... voilà. Mais je suppose qu'ils connaissent. Non. Pas obligatoirement. Non, pas obligatoirement. Alors, on va donner un autre exemple, toujours dans la page 23 du traité de Rosh Hashanah. Alors, il y a Dolby. Oui. Et c'est traduit en laz dans Rachi, dans le commentaire de Rachi, par Cachtania. Oui, tout à fait. Et là, c'est un peu plus facile à comprendre. Absolument. Parce que ça veut dire, c'est le châtaignier. Et je disais en allemand... On parle des arbres dans cette page-là. Oui, c'est ça. En allemand, ça s'entend encore un peu mieux le « que », puisque en allemand, c'est resté Kastanienbaum. Ouais. Le Kastanienbaum, c'est le châtaignier. D'ailleurs, Rachi, il faut rappeler qu'il a une double culture, une culture allemande et une culture française. Exact. Alors, quelle est la culture dominante dans ses commentaires ? Le français. C'est le français, on est largement... Quand Rachi cite, et ça arrive, des lazim en allemand, c'est Lamed Aleph, Lachon Ashkenaz.
Mais il y en a il le très précise. peu. Ah, il y en a très peu. Et là, dans ce DAF, puisque vous le citez, effectivement, ce DAF de Rosh Hashanah 23, 23A et B, il y a énormément de lazim, et je n'ai pas une bonne explication, Ah oui, on le voit, là, il y a un homme. sur les arbres toujours, en italien. Ah oui, voilà, je le vois, voilà. Bebaatz Laz Steino. Oui, alors C'est Steino, sans- c'est éteint, devenu éteint, Uh-huh. et probablement stegno ou quelque chose dans ce genre-là en italien, ou bien vous avez busso pour le buis, vous avez, je ne me rappelle plus par cœur, mais bon, plusieurs lazim d'arbres en italien. Pourquoi ? J'ai une hypothèse, mais je ne sais pas ce qu'elle vaut du tout, c'est que les premières éditions de Talmud ont été éditées en Italie. Et il est possible que l'éditeur a voulu faire plaisir aussi à ses lecteurs et a transformé quelques, bon, pas énormes. Alors ce livre, hein, quand Rachi parlait français, compile en fait l'ensemble des lazim de Rachi dans la Gemara, Talmud. et c'est fait dans Selon l'ordre le des pages. déroulé des pages des 2711 pages de la Gemara. Et donc celui qui veut essayer de mieux comprendre et qui risque par exemple de trouver dans le Daf Yomi un terme qui n'arrive pas à déchiffrer, il pourra utiliser votre concordancia, si on peut dire, de Rachi, pour mieux comprendre le terme de Rachi. Absolument. Il y aura deux sortes de lecteurs. Le lecteur pressé et un petit glossaire à la fin. Alors, qui reprend donc dans l'ordre ah oui, effectivement. des Masertot, c'est-à-dire des traités du Talmud, le Laz, juste le mot en hébreu de la Gemara et la traduction, voilà, en français moderne, généralement, je n'ai pas remis dans tout ça pour faciliter, et le lecteur moins pressé qui a plaisir à découvrir un peu la langue française et ses arcanes, aura donc le loisir de feuilleter voilà, le livre lui-même. Alors, on va le montrer, ce livre. Quand Rachi parlait français, donc les Lahazim de Rachi dans le Talmud, publié donc par le rabbin Alain Veil. Donc, merci beaucoup de nous avoir... Alors, comment on peut se le procurer, hein, en tout cas, ce livre ? Alors, disons qu'en Israël, puisqu'on est en Israël, il y a donc différentes adresses qui sont la plupart des... On peut donner votre numéro de téléphone ? Voilà, on peut donner Alors, on va donner votre numéro de téléphone. Alors, donc, le numéro de téléphone, c'est le 08 928 68 15. Vous appelez le rabbin Veil, le grand rabbin Veil. Voilà. Et si c'est occupé, vous laissez un message. Là, c'est souvent occupé. Alors voilà, donc vous pourrez vous le procurer, mais il y a aussi des dépositaires en France, d'autres dépositaires en Israël, à Jérusalem, à Bnei Brak, à Tel Aviv, et donc on peut aussi trouver ce livre, cet ouvrage en France. Auprès de différents distributeurs. On va essayer d'en donner quelques-uns plus tôt tout à l'heure dans la présentation que l'on fera de notre entretien. Alors, ça, c'est pour ce livre de Rachi. Les livres ne sont pas encore arrivés. Ils arriveront la semaine prochaine, si Dieu veut, en France. Donc, ils sont dans l'avion. Ils sont dans l'avion, donc on fait un véritable lancement de cet ouvrage je vous remercie qui vous a pris donc une dizaine d'années de rédaction et de préparation. Hein. Et le suivant est en route pour le Tenar. Pour le Tanar, vous avez aussi donc l'ambition de voilà. Voilà, eh bien, bonne chance pour la suite. Alors, comme je le disais en introduction, je voudrais que nous essayions de consacrer quelques minutes, comme on le fait traditionnellement dans cette partie de notre émission du vendredi, à la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, c'est la paracha Toldot. On voit bien entendu le personnage dominant, c'est Yitzhak, après avoir passé plusieurs parachiotes en compagnie d'Abraham, on arrive à la personnalité d'Yitzhak, qui est une personnalité un peu particulière, on va dire, tout à fait étonnante. Qu'est-ce qui vous a attiré votre attention dans cette paracha? Dans cette paracha, je reste un peu, si vous voulez, dans les langues, et j'ai pris donc un mot du Targum. Alors, vous savez que notre Chumash, enfin la plupart des Chumashim se présentent évidemment avec le texte de la Torah, le commentaire de Rachi en dessous, et sur la gauche, généralement du texte biblique, il y a ce qui est marqué onkelos.
Onkelos, c'était d'ailleurs un converti. Onkelos Aguerre. Oui, Onkelos Aguerre. Donc, il s'est converti au judaïsme. C'était un neveu de je ne sais plus quel empereur romain. Ouais. Il y a une histoire dans le Talmud Avodah Zarah. Adrien nous dit... Avodah Zarah 11a, vous trouverez son histoire, très intéressante. Et il a donc traduit très fidèlement, très exactement, mot à mot, traduction, donc, ce qu'on appelle littérale, de la Torah. Seulement... Avec parfois un petit commentaire. Voilà, alors, parfois il y a une petite déviation. Alors c'est sur une de ces déviations que je me suis arrêté pour parler de cette sidra. Donc en fait, c'est un peu anecdotique, si on peut dire, oui, par rapport à la sidra. C'est pas vraiment sur la sidra, mais je reste donc dans les lazim quelque part, puisque le Targum, c'est aussi un laz. Oui, enfin, c'est aussi une traduction. C'est le verset 27 du chapitre 25, Kaf He Kaf Zayin, où la Torah nous dit « Va yigdelu haneorim » Haneharim, bon, je vais le dire en ashkenaz. Vahi Esav, Ish Yodeat Saïd Ish Sadeh, Yaakov Ishtam Yoshe Ohalim, traduit rapidement et facilement en disant bon, les jeunes ont grandi. Esav était un homme connaissant la chasse, chasser sans son chien. Oui. Ish Sadeh, un homme des champs, tandis que Yaakov était un homme intègre. Étudiant dans les tentes de la Torah. Le mot Torah est rajouté Yoshev Ohalim, tout simplement, mais la tradition nous dit qu'il s'agit des tentes de la Torah. Et le Targum d'Onkelos, les enfants ont grandi, review les Maya, Hava Esav Gevar Nar Shirchan, et c'est sur ce mot que je vais m'attarder. Esav, donc Ésaü, était un homme, le texte nous dit Yodeat Saïd, qui savait se chasser, voilà, et Onkelos traduit un homme a la peau de serpent sur ses hanches. Bon, c'est vraiment loin. Hein? Compliqué. D'accord, compliqué. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que cela? Alors, petit détour. D'abord, d'où vient le mot la'az, du Hallel. Ouais. Bet Israël Misraïm, Bet Yaakov Me'am Lo'ez. Le Lo'ez, c'est à donner les la'az. D'accord, ok. Les traductions. Oui, traduction. Et la traduction du rabbinat, un peuple à la langue barbare. Il faut savoir que barbare n'est pas nécessairement ce qu'on croit en français. Barbare, c'est le mot grec. Le mot loez, c'est oui, traduit par barbare. Ah, c'est intéressant. Alors, en fait, barbaros, en grec, veut dire étranger. Donc, tout simplement, à la langue étrangère qui était passée par les langues zo. Voilà. Oui. Et voilà. Donc, ça, c'est toute langue étrangère au Lachon HaKodesh, du départ, à la langue sainte, est appelée loez. Bon. Pourquoi je me réfère au Lachon HaKodesh? Parce que, comme nous le dit la Torah à propos du chapitre 11, verset 1, « Vahi kol haaretz safa echad, udvarim achadim » Exactement. Donc, toute la terre ne parlait qu'une seule langue. C'était pas l'espéranto, mais bon, presque. Et donc des paroles uniques. Ouais. Ça, c'était au moment de la construction de la tour de Babel. La tour de Babel, donc sa construction échoue. Et il y a ensuite ce qu'on appelle la diversification, on va dire, des langues en 70 langues. C'est un chiffre... 70 nations. Dans la tradition, il faut savoir qu'il y a des chiffres comme ça, presque magiques, enfin bon, qu'on retrouve souvent. Donc on dit qu'il y a 70 nations et Israël. Voilà, 71 en tout. Et d'où est-ce qu'on sait que c'était le Lachon HaKodesh? C'est Rashi. Ouais. C'est là, sur ce passouk donc, de Babel, il nous dit « Safa echat » Lachon HaKodesh, Shebo Nivra HaOlam, qui a servi à la construction, à la création du monde. Ouais. Donc Hachem a créé, avec une base linguistique, la combinaison des 22 lettres de l'alphabet, le monde. Et on voit que le langage, dès le départ, a une importance fondamentale lorsque nous voyons que l'homme est créé par Hachem, Vahi par ba'apav nishmat chaim, Vahi Adam le nefesh chaya. Targum d'Onkelos, différent du Pshat, le Ruach mema le la. Il avait donc la capacité de parler, contrairement aux autres nefesh chaya, les animaux. On peut ensuite passer un test de QI
à Adam Arishon, et Hachem lui amène toutes les bêtes, Vayavé el Adam, etc. Lirot ma yikralo, ce qu'il va lui appeler, comment il va les appeler. Kol Asher yikralo Adam, nefesh chaya hu shebo. Adam a réussi le test, il a donné le nom exact qui correspondait à l'essence ou à la particularité de chaque bête. Bon. Je fais ce petit détour donc pour dire que le langage est important, qu'au départ il y a un langage unique jusqu'à la tour de Babel. Alors comment on le retrouve dans la paracha de cette semaine. Voilà. Et à la tour de Babel, qui est l'instigateur? C'est Nimrod. Nimrod, qui est, lui, comment est-ce qu'il est défini? Hu echel yod gibor baaretz, parce qu'il a commencé à être le puissant de la terre, à ameuter les gens contre Dieu. Hu haya gibor tsaïd. On retrouve le mot tsaïd. Voilà le lien avec la paracha. Yodéa tsaïd. Très bien. Alors, quel est le lien un peu plus, je dirais, serré entre donc Esav et Nimrod? Parce qu'il faut savoir que Nimrod était donc chasseur, comme Ésaü, et grâce à quoi est-ce qu'il chassait? Justement, grâce à une tunique qu'il portait, sur laquelle étaient dessinées des représentations de chaque animal, ce qui fait que les animaux se sentaient en sécurité à l'approche de Nimrod, ne se méfiaient pas, et ensuite il était facile de les tuer, capturer. Et d'où venait cette tunique? Cette tunique, c'était celle d'Adam Arishon. Adam Arishon, qui a reçu d'Hachem, Kotnot Or, si vous vous rappelez bien, des tuniques lumineuses, on va traduire comme ça. Et voilà que ces Kotnot Or de lumière vont devenir, à travers Nimrod, le chasseur, et Esav, Ish Yodeat Saïd, des Kotnot Or. Ashkenaz, c'est un peu difficile pour un Ashkenaz, mais bon, voilà, donc avec un Aïn. C'est-à-dire que vous retrouvez, et Or, c'est quoi la peau? Regardez, c'est la même lettre que hiver. C'est ce qui empêche le passage de la lumière. C'est ce qui est, en quelque sorte, diaphane, je crois qu'on dit en français, c'est-à-dire que ça ne passe pas. La lumière, c'est opaque. Ça opaquise la lumière, si le terme existe. Excusez-moi si c'est un néologisme. Et donc, et le Aïn et l'Aleph, c'est quoi? Aïn, c'est quelle valeur? 70. Aleph? Oui, on retrouve 71. Les 70 nations, Israël. Voilà, exactement. Esav et Yaakov, la lumière Oraïta et l'inverse. Voilà. Intéressant. Merci beaucoup, Rav Alain Veil, d'avoir accepté de venir dans notre studio pour nous livrer cet enseignement et pour nous parler de votre ouvrage que l'on remonte à nouveau à l'écran. Rashi, quand Rashi parlait français, les Laazim de Rashi dans le Talmud, donc un ouvrage que vous avez rédigé qui vient d'être publié et donc qui est accessible à tout amoureux de la langue française ancienne, telle que Rashi l'a parlé à l'époque. Merci encore d'être venu. Préfacé par le grand rabbin Corsia. Préfacé par le grand rabbin Corsia, on doit le souligner aussi, effectivement. Merci beaucoup d'être venu. Bonne continuation pour votre prochain ouvrage dans ce domaine et à bientôt. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, merci beaucoup.